Ne nous retardons plus. Je vous encourage encore une fois à vous présenter dans la boîte à clavardage, mais je vais faire une introduction très, très brève de nos trois oratrices d'aujourd'hui. On est très emballés. Moi, je suis très emballée par rapport à cette conversation. Et après cela, je vais poser la question qui est arrivée de votre inscription et que nous avons conçu pour aujourd'hui, pour ouvrir la conversation d'aujourd'hui. Après cela, je vais demander à Sharon, Anila et Margot de répondre à ces questions. Donc, tout d'abord, je vais faire une présentation très rapide. Sharon Davis Murdoch nous vient de la Nouvelle-Écosse, de la côte Est, et elle est membre fondatrice de la Health Association of African Canadians, et comme telle, elle a été à la tête du développement de politiques de santé qui sont spécifiques au niveau culturel et a travaillé à des interventions par rapport à la COVID-19 qui ont abordé les besoins des Afro-Canadiens en Nouvelle-Écosse le long de la pandémie. Nous avons aussi Anila Liyun qui est présidente et PDG du Centre pour nouveaux arrivants, qui est un organisme caritatif à but non lucratif qui fournit aux immigrants à Calgary et à des personnes désavantagées sur le plan économique une base solide au Canada. Et pendant le premier confinement à cause de la COVID-19 en Alberta, Anila a surveillé un programme de panier de provisions pour les communautés marginalisées qui a fourni à presque 6 468 clients des aliments réconfortants. Donc, on attend avec impatience d'écouter Anila. Et finalement, le docteur Margot Greenwood, qui est chef universitaire du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, l'un de nos centres frères, et elle est une personne d'ascendance Cri avec des années d'expérience et de connaissances par rapport à la santé et le bien-être des enfants, les familles et communautés autochtones. Ceux qui connaissent et aiment Margot a beaucoup de rôles. Elle est aussi vice-présidente de santé autochtone dans la Régie de santé du Nord de la Colombie-Britannique et est professeure tant dans des études de Premières Nations et en programme d'éducation à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique. Bienvenue, Margot. Alors, Sharon, je vais poser la question d'abord pour toi, après Anila et après Margot. Et je vais te demander de te situer. Peut-être tu pourrais parler davantage de ce que j'ai déjà dit, mais les questions qui vont nous guider aujourd'hui dans notre conversation sont les suivantes. Comment est-ce que les communautés peuvent assurer que leur voix soit écoutée et que leurs besoins soient satisfaits pendant une crise de santé publique telle que la COVID-19? Et l'autre côté de la question est comment la santé publique peut s'assurer d'être engagée avec les communautés pour développer des réponses et des interventions efficaces et équitables. Donc, comment est-ce que les communautés peuvent assurer que leur voix soit écoutée et comment la santé publique peut assurer de s'impliquer avec les communautés? Sharon, bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Bonjour de la Nouvelle-Écosse. Je voudrais aussi commencer par une reconnaissance territoriale. Voici les mots de Robert Wright, qui est un collègue à moi. L'Association canadienne d'Afro-Canadiens est membre de la coalition d'associations de personnes d'ascendance africaine en Nouvelle-Écosse et il signe ou finit beaucoup de courriels avec cette reconnaissance territoriale, donc je vais vous la donner. Je voudrais souligner que nous sommes dans Mi'kma'ki, le territoire ancestral non cédé du peuple Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié. Je voudrais aussi reconnaître que le racisme est le péché original de l'Amérique du Nord. Il est à la racine de toutes les inéquités sociales actuelles. Les actes de réconciliation et les réparations, tant au niveau symbolique et substantiel, sont essentiels pour notre émancipation collective et pour notre capacité
de vivre de façon paisible et durable sur cette terre. Donc, je voudrais commencer avec cela et je voudrais dire aussi que je suis membre fondatrice et coprésidente de la Health Association of African Canadians. J'ai maintes années d'expérience en politique puisque j'étais avec le département de santé et bien-être pendant bien plus de 20 ans et j'ai commencé ma carrière en politique affiliée avec le gouvernement et payée, disons, par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Donc, ce que je voudrais faire est plutôt que de répondre à ces questions de façon spécifique, je voudrais raconter une histoire, l'histoire de notre travail que je pense répondra à votre question, mais la mettra dans un certain contexte. Je vais essayer de m'adhérer aux 5 minutes, mais voilà. Donc, dès le début de la COVID-19, la Health Association of African Canadians, notre acronyme est HAAC, a voulu combler l'écart qui existait, comme vous le savez. Sur cette réunion Zoom, la COVID-19, la pandémie a attaqué le monde et presque immédiatement, nous avons commencé à entendre sur l'effet disproportionné sur des personnes racialisées. Cependant, là où les personnes d'ascendance africaine étaient inquiètes, c'est que les médias sociaux étaient pleins de mésinformations qui disaient que les personnes noires étaient immunes à la COVID-19 et que si l'on n'était pas européen, ça n'allait pas vous affecter. On était vraiment terrifiés au HAAC par rapport à cette information qui circulait et les gens qui continuaient à distribuer cette mésinformation, parlant les uns avec les autres. Et comme toujours, et c'est le cas malheureusement, c'est comme ça, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, y compris la santé publique, n'avait pas d'informations qui étaient spécifiques culturellement pour les personnes noires. Donc, la seule information qui nous était dirigée était de la mésinformation qui allait partout. Donc, ce que nous avons fait presque immédiatement, c'est qu'on a comblé l'écart comme nous le faisons depuis notre établissement en l'an 2000 et nous avons commencé avec des messages spécifiques culturellement. Et ce qu'on a fait, c'est des assemblées publiques où nous avons invité tous nos membres, tous nos réseaux, et on a demandé qu'ils invitent des autres. Et on a eu des centaines, bon, peut-être j'exagère, moins de 100, mais beaucoup de gens qui étaient en ligne. Et alors, nous avons commencé à diviser l'information que nous savions était correcte. Nous avons aussi contacté, comme on l'a fait dès lors, santé publique, et en Nouvelle-Écosse, peut-être vous le savez, la sous-administratrice en chef de la santé publique est notre amie. Nous sommes un ami à elle et nous lui avons demandé qu'elle soit dans l'Assemblée publique pour nous donner les faits, mais aussi pour participer à quelque chose de spécifique culturellement, compétent et spécifique au niveau culturel comme information pour parler de la COVID-19 ayant à voir avec nous. On avait aussi des médecins, y compris un psychiatre qui a pu parler de l'impact psychologique de la COVID-19. En ce moment-là, on n'avait pas de situation provinciale d'urgence, mais bientôt, on était en situation d'urgence et on a continué à avoir des assemblées publiques et en fait, on continue à avoir des assemblées publiques. Maintenant, que savons-nous sur nos populations dans la Nouvelle-Écosse à mesure que la pandémie est arrivée? On a reçu aussi la pandémie du racisme contre les Noirs et le mouvement Black Lives Matter est arrivé à sa force complète pendant la même période de temps. Et nous savions
que nos gens allaient être affectés de façon disproportionnée et inéquitable par la COVID-19. Et on le savait parce que quand on parlait des déterminants sociaux de la santé, le logement, le revenu, la pauvreté qui existe depuis que nous sommes arrivés en Nouvelle-Écosse dans les années 1600, des conditions préexistantes chez nos gens, les maladies chroniques, les comorbidités, le stress, du racisme quotidien, du racisme systémique, structurel, internalisé qui nous rend vulnérables à travers les différents groupes d'âge. En Nouvelle-Écosse, et tout comme dans le reste du Canada, nous n'avons pas de données de santé où l'on identifie la race et on travaille pour cela depuis l'année 2000. On a mis pression, on a posé des questions, on s'est rencontrés, on a poussé, on a soutenu le besoin d'avoir ces données, on continue à le faire. Nous avons des signes qui nous donnent de l'espoir, mais on n'a pas de données encore et sans de données, on ne peut pas montrer d'une façon fondée sur les preuves les différentes façons par lesquelles nous sommes affectés de façon disproportionnée par des maladies, le fardeau des maladies, la mauvaise santé et les inéquités sociales. On a le stress mental du racisme, le traumatisme de voir nos gens maltraités dans la télévision et dans la vie réelle de façon quotidienne, de façon systémique et structurelle. Cependant, la pandémie a illuminé toutes ces situations, donc cela nous donne peut-être de nouvelles occasions et de nouvelles approches. La première assemblée publique a eu lieu le 13 mars et on a aussi la formation de l'Association de travailleuses sociales noires et l'équipe de réaction à l'impact de la COVID-19. Et on a une équipe de liaison qui a commencé en mars de 2020 et continue et va continuer jusqu'à ce qu'on donne les derniers vaccins et on sera de retour à un nouveau normal. On est en place, on travaille tous les jours, tout le temps. En Nouvelle-Écosse, on n'a pas été écouté dans le courant principal. Santé publique nous a parlé d'enjeux dans les communautés noires, surtout où on avait des inquiétudes par où on aurait une propagation de la COVID à cause de tous ces facteurs que je viens de vous mentionner et certainement les gens qui voyageaient de retour à la Nouvelle-Écosse de l'Ontario. Cela était une façon par laquelle l'on a commencé, on était très inquiets là-dessus et les gens sur le terrain qui sont une partie de notre initiative étaient inquiets aussi. Et en fait, les jeunes personnes noires dans ce qu'on appelle les villages de Preston, ils ont contacté Santé publique, ont travaillé avec Santé publique et ont pu arrêter la propagation de la COVID-19 dans Preston en une très courte période de temps à cause des grands efforts et du contact spécifique au niveau culturel et avec nos initiatives en place. Davantage d'assemblées publiques ont suivi, on continue à éclairer nos gens par rapport au virus, par rapport au type de choses que nous devons faire. On continue à fournir, on a fourni des choses telles que des boîtes à aliments quand les gens étaient en confinement, du soutien côté santé, la tension artérielle, des machines de contrôle, des chaussettes pour le diabète, plein de choses aussi, des fournitures pour le jardin, pour que les gens continuent à être en santé mentale bonne, ils soient actifs physiquement. Et notre assemblée publique à partir de la santé mentale et de gérer la réalité de notre expérience vécue qui, comme je l'ai dit auparavant, veut dire gérer le racisme dans toutes ses formes. Nous avons reconnu qu'avec l'arrivée des vaccins, on aurait encore une fois une exclusion ou au moins une suggestion par où
tous les résidents de la Nouvelle-Écosse étaient les mêmes et que tout était à taille unique et on n'aurait rien de spécifique culturellement pour nos gens. Cela nous a inquiétés et donc nous avons contacté, nous avons parlé avec la presse. En fait, la presse était en train d'essayer de nous trouver à cause de ce qu'ils entendaient dans les États-Unis, le Royaume-Uni et à travers la diaspora africaine où nos gens mouraient à un taux très élevé à cause de la COVID-19. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui était en train de se passer avec la Nouvelle-Écosse. Ils nous ont contactés, on a parlé avec eux et on a continué avec les assemblées publiques et finalement, quelqu'un a dit « Ah, vous avez des assemblées publiques? » On a dit « Oui, ça fait un an qu'on a ces assemblées publiques et en effet, on est inquiet du fait qu'il y a un manque de confiance par rapport au vaccin. Pourquoi pas? Nos gens n'ont pas confiance au système de santé parce que le système de santé n'a pas réagi à nos besoins de façon spécifique et efficace et compétente d'un point de vue culturel. Donc, notre libellé, notre message à travers la presse a été que nous devons aborder le manque de confiance envers les vaccins et aussi prioriser nos populations qui sont affectées de façon disproportionnée et continueront à l'être. Donc, c'est là où nous en sommes maintenant. Le gouvernement veut beaucoup travailler avec nous maintenant. On est en train de travailler avec eux. Je pense que résultat de tout le travail que j'ai décrit et santé publique est une composante de tout cela. Et grâce au docteur Gaina Watson-Creed qui a fait toutes ces connexions et a insisté sur le fait que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse doit travailler avec les leaders africains de la Nouvelle-Écosse. On est là et on planifie notre première clinique spécifique culturellement dans les communautés de personnes d'ascendance africaine. Je vous remercie de votre attention et si je n'ai pas répondu à vos questions, j'aurai l'occasion, j'espère, de le faire. Merci. Oh, ben, je pense que tu as répondu à ces questions de façon formidable et le docteur Gaina Watson-Creed est notre amie aussi. Quelle amie? Et elle est co-présidente du conseil consultatif du CCNDS aborder ses besoins et vraiment la défense des droits à un niveau extrêmement élevé. Donc, en 5 minutes, l'histoire a été formidable. Merci, Anila. Je vais te passer maintenant le micro. Vas-y, je te prie. Merci beaucoup. Je m'appelle Anila Li Yuen et je suis PDG au Centre pour nouveaux arrivants. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui et je voudrais reconnaître que là où je suis, je suis née, j'ai été élevée, est la terre traditionnelle de la Confédération des Pieds Noirs, connue comme Calgary, Mokintis. On est sur le traité numéro 7 qui comprend la Confédération des Pieds Noirs, c'est-à-dire les Gaina, les Pitsikani et on a avec nous aussi les Stoney Nakoda, un peuple qui inclut les Wespa et les Pearly est très proche de nous. On a une ligne invisible, comme on dit. Et nous avons notre nation Sitinina et on est aussi dans la région métisse numéro 3 et nous tous, nouveaux arrivants et colonisateurs, sommes ici aussi sur Calgary. Et du point de vue du travail que j'ai le privilège de faire, je suis non seulement la PDG au Centre pour nouveaux arrivants, mais nous sommes un organisme à but non lucratif à large échelle qui travaille avec les nouveaux arrivants à Calgary. On voit à peu près 15 000 nouveaux arrivants par an et je préside aussi une collaboration de 17 organismes à Calgary, dans la zone Calgary-Est, qui sommes financés au niveau fédéral par l'IRCC et
D'autres sont des agences de services sociaux financées par d'autres groupes et sont beaucoup plus amples, non seulement pour les nouveaux arrivants, c'est les communautés racialisées. Donc, ceci est très important. Comment assurer que les communautés aient des voix qui sont écoutées pendant la crise de santé? Comment le faire? Ben, il faut commencer au préalable. C'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas, quand la crise a lieu et là, on essaie de voir qu'est-ce qu'on va faire. Nous avons senti qu'on était déjà en avance parce qu'on avait cette collaboration nord-est. Et si vous ne connaissez pas Calgary, quelques-uns d'entre vous, la plupart des nouveaux arrivants et des communautés racialisées habitent du côté est de Calgary. C'est comme ça du point de vue démographique. La ville a toujours évolué de cette façon. Donc, on voit de 80 à 90% des communautés racialisées et des nouveaux arrivants qui sont au Canada, c'est-à-dire moins de 5 ans, des travailleurs étrangers, les demandeurs d'asile. La plupart d'entre eux vivent du côté est et cela a beaucoup de fois à voir avec le logement et la proximité au travail, services essentiels, etc. Donc, notre travail était du rayonnement et essayer de contacter la plus grande quantité de nouveaux arrivants spécifiquement, ceux de 5 ans et moins, pour qu'ils puissent savoir qu'ils ont de différents services qui leur sont disponibles gratuitement. Donc, quand la COVID est arrivée, on a pu utiliser cette base pour pouvoir défendre leurs droits très rapidement. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on s'est réunis comme groupe central 17 organismes et on a dit, bon, les chiffres augmentent, on passe à la deuxième vague, après la première vague. Deuxième vague, à peu près en novembre, qu'allons-nous faire? Parce que les chiffres augmentent et les zones chaudes, comme les services de santé de l'Alberta nous l'avaient dit, étaient en fait dans le côté nord-est de Calgary. Alors, qu'allons-nous faire? Donc, on s'est regroupés, on a développé une réaction et si vous allez à centerfornewcomers.ca, ligne diagonale East Zone, on peut voir notre réponse. J'ai pris une photo et littéralement, le maire de Calgary m'a appelé à me dire, Anila, donne-moi ce que tu as parce que nous devons vraiment faire quelque chose. Les chiffres augmentent de façon exponentielle. Et j'ai dit, ben, tout ce que j'ai, c'est cette photo de cette chose que j'ai dessinée par rapport à ce qu'on veut faire de l'avant. Il a dit, ben, envoie-la moi et dis-moi combien ça va coûter. Alors, on se réunit, on commence à appeler des gens comme des fous. Bon, que faire, comment préparer les choses et on a développé un chiffre. On a dit 1,6 million de dollars pour 4 mois pour pouvoir le faire de façon efficace. À partir de cela, il a appelé le premier ministre provincial, il a dit c'est fait. Et puis, en un jour, on avait le 1,6 million de dollars. Mais la base est qu'on a un guichet unique utilisant des membres communautaires qui sont dans la communauté ethno-culturelle marginalisée auquel on a déjà confiance. Ils répondent à une ligne d'urgence, de crise, et si quelqu'un a un problème avec la COVID, ils peuvent appeler dans n'importe quelle langue, l'anglais aussi, ils peuvent dire, voilà mes besoins, et là, on a tout un réseau qu'on utilise, le système Egway, qui est un portail partenaire où on obtient des avis qui disent, bon, sécurité alimentaire, ça s'en va au centre pour nouveaux arrivants. Soutien pour le revenu, ça s'en va là. Emploi, ça s'en va là. Donc, n'importe quel besoin. Et ces organismes, avec le triage, on a plus de 150 organismes et tous les matins, on se rencontre à 8 heures du matin avec les organismes centraux, le gouvernement, les services de santé d'Alberta et l'équipe de services d'urgence de la ville de Calgary. On travaille à tous les enjeux qui sont en train de se passer. Donc, en temps réel, on peut gérer les tendances. Je sais que j'ai déjà utilisé mes 5 minutes, mais c'est là où nous en sommes. C'est ce que nous sommes en train de faire et on veut vraiment pouvoir augmenter
impacter tout cela du point de vue d'une réaction plus stabilisée. Donc, après la COVID, comment est-ce que les communautés racialisées, des nouveaux arrivants qui parlent d'autres langues, comment peuvent-ils avoir un accès à guichet unique pour travailler avec cette collaboration? Donc, nous avons beaucoup de données déjà que nous avons recueillies depuis le 17 décembre et vous pouvez aller à notre site web de partenariats locaux d'immigration et vous pouvez voir les présentations que nous avons faites. Ça vous donne des données, de l'information incidentelle, le côté démographique et tout le reste. Merci beaucoup, Anila et Claire O'Gorman vient d'écrire dans la boîte à clavardage et je pense que cela s'applique à l'histoire de Sharon et à la tienne, et que d'avoir cette structure de base, qu'il s'agisse d'assemblées publiques ou des réunions à 8 heures du matin, et puis ces relations de confiance développées, comme tu l'as dit, au préalable entre les gens et les organismes, cela est absolument essentiel. Et je pense que cela... Et puis, on a aussi l'attitude de nous pouvons le faire ensemble. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Ça complémente l'histoire de Sharon. Et je veux dire qu'Anila vient d'être nommée comme l'une des 25 femmes les plus influentes au Canada. Dernièrement, on comprend maintenant pourquoi. OK, Margot, je te passe le micro. Je te prie de répondre à ces questions aussi et je pense que tu as des idées par rapport à ce que tu veux partager. On t'attend avec impatience. Je te passe le micro, Margot. Merci, Claire. Margot Greenwood, je suis du traité 6 qui s'appelle maintenant le centre de l'Alberta, donc près de chez toi, Anila, mon territoire traditionnel, le foyer de mes peuples. Je vous viens aujourd'hui des territoires non cédés, des peuples Sioux, et je suis reconnaissante pour l'occasion qu'ils me donnent de vivre, travailler et jouer dans leur territoire. Donc, Miigwech. Je dois dire que je suis tellement épatée par les oratrices et leurs histoires que c'est incroyable. C'est tellement emballant, c'est du travail tellement bon. Moi, je n'ai pas d'histoire tellement riche. J'imagine que j'ai ma propre histoire. Quand Claire m'a demandé de parler dans ce groupe d'expertes, de parler de partenariat et de comment les gens font qu'on entende leur voix dans des temps de pandémie, j'ai dû vraiment reculer et réfléchir à plusieurs rôles différents que je joue. Mais l'une des choses auxquelles j'ai pensé est que ce genre de partenariat nécessaire, cet engagement, ces conversations ont lieu à des niveaux multiples. Je pense qu'ils passe au niveau local, au niveau régional et provincial, et je pense que cela a lieu aussi au niveau national. Et j'ai eu l'occasion d'être dans de différentes scènes de ce genre et quelques exemples que je veux partager avec vous sont à travers ces frontières. Je pense que je vais commencer, avec un exemple local ayant à voir avec mon rôle comme présidente de la Régie de santé du Nord de la Colombie-Britannique. Cet exemple me vient toujours à la tête, à la COVID, la grande révélatrice qui révèle toutes les inéquités pour nous tous et toutes et les défis auxquels nous faisons face dans ce travail. Et en se disant, même si nous vivons dans ces réalités complètement extraordinaires, je pense que c'est des occasions extraordinaires de changement et de transformation. Et c'est ce que j'entends quand j'écoute vos histoires. J'entends ces occasions de se transformer et de changer. Et j'entends comment la communauté passe par ces réalités et a ces solutions. Donc, bravo à ces gens-là, chapeau. Dans mon petit monde, dans mon rôle que je joue, l'une des choses qu'on voulait bien faire, comme vous le savez, on a les cliniques à immunisation massive qui ont lieu
au nord de la Colombie-Britannique, dans des environnements urbains, mais nous savions que beaucoup de peuples autochtones et non autochtones utiliseraient ces cliniques et j'apprécie beaucoup vos mots autour du manque de confiance envers le vaccin parce que l'histoire du système de santé n'a pas toujours été conviviale à beaucoup de gens. Donc, il y a beaucoup de manque de confiance là-dessus. Donc, quand je pense aux cliniques d'immunisation en masse, on pensait, bon, ben, comment allons-nous nous assurer qu'on va répondre dans un environnement sécuritaire pour les Premières Nations Inuit et Métis. Donc, on a plusieurs partenaires avec lesquels nous travaillons dans notre régie de santé, avec la régie de santé des Premières Nations, avec la Colombie-Britannique, avec les centres d'amitié à travers le Nord. Et donc, il s'agissait de regrouper ces partenaires et de dire, bon, comment allons-nous faire ce travail ensemble? Donc, deux choses incroyables sont ressorties de ces conversations, je pense. Une, le développement d'un plan, et je crois que le lien sera dans la boîte à clavardage. J'ai envoyé beaucoup de liens à beaucoup de documents que nous avons créés et faits. La deuxième chose a été que les gens, en fait, étaient engagés à la prestation de services. Donc, les Premières Nations, les Métis et les Inuits et les gens du centre d'amitié étaient impliqués à la prestation de services. Donc, laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, disons que vous allez, et je parle de la Régie de santé du Nord, c'est mon expérience. Vous arrivez à la clinique, on a des signes qui vous disent où aller. On s'est assuré que ces signes soient dans la langue traditionnelle, en anglais et en cri, en métis, en français. Et donc, quand un aîné ou une personne âgée, on pensait vraiment aux aînés et aux personnes âgées qu'on était en train de desservir. Donc, quand ils arrivaient à la clinique, ils allaient voir quelque chose qui leur était connu, surtout si on utilisait leur langue. Bien évidemment, on utilise la langue du territoire sur lequel la clinique se trouve. Et après, on a créé un poste qui s'appelait Celui qui dit bonjour. Une personne qui était Inuit, Métis ou des Premières Nations ou du Centre d'amitié. Et si, par exemple, quelqu'un ne se sentait pas sûr, quelqu'un qui allait dire bonjour les recevait et les aidait à s'inscrire. S'ils venaient tout seuls et ils étaient un peu nerveux, le prochain poste qu'on a créé est celui de la personne qui trouvait le chemin. Alors, cette personne marchait avec eux pour qu'ils ne soient jamais seuls jusqu'à ce qu'on leur a mis le vaccin dans le bras. Après cela, on est passé à devoir être assis pendant 15 minutes. Alors, il s'assoit pendant 5 minutes. Tout le processus, en général, prend environ 30 minutes. Alors, on s'assure qu'il soit bien. Et dans cette région, on avait un poste qui était le hôte, une personne des Premières Nations, Métis ou Inuit, qui les accueillait et on offrait à nos gens des boîtes de jus ou des bouteilles d'eau. Il faut faire très attention là-dedans, mais on voulait s'assurer qu'ils se sentent confortables et des rétroactions qu'on a reçues, les aînés ont tellement profité de cela parce qu'ils voyaient leurs amis et cela est devenu quelque chose de très positif que de recevoir ce vaccin. Et on a essayé de rendre l'environnement le plus convivial et le plus familier possible. Et après un certain temps, si on n'est pas arrivé quelque part pendant longtemps, mais on voit un visage ou une peinture ou un signe, on sait que quelqu'un a marché là devant, avant vous. Cela le rend un site sacré, donc on voulait créer ce genre d'environnement. Cela fut un partenariat entre des partenaires locaux, qui étaient aussi provinciaux, et on pouvait
pouvait concevoir, on pouvait envisionner quelque chose, le mettre en œuvre et voir que ça fonctionnait. Bien évidemment, il y a des ajustements et tout ce genre de choses, et qu'on pouvait en fait faire ce travail ensemble dans la prestation des services aussi. Cela est très important, je pense, que les gens puissent voir les membres et les gens de leur communauté dans ces sites. Cela commence à calmer le manque de confiance envers le vaccin. On a encore beaucoup à faire dans ce domaine pour beaucoup de personnes. Et je pense que de petites choses comme celle-ci peuvent faire une différence énorme. Le lien à ce document devrait être dans la boîte à clavardage, j'espère. Claire, tu dois me dire comment ça va à côté temps. J'ai un autre exemple si tu veux l'entendre aussi. Ai-je du temps ou voudrais-tu que j'arrête ici? Peut-être encore un exemple. Margot, ce fut une histoire excellente. Et après cela, je vais demander à Anila et à Sharon de répondre à quelques-unes des choses que tu as dites. Alors, vas-y, Margot. Bon, alors, l'histoire est autour du fait que nous savons tous sur les réunions nationales concernant le racisme de l'année dernière et en janvier de cette année autour du racisme spécifique aux autochtones qui a eu lieu au sein du système de soins de santé. Ce fut énorme et c'est encore quelque chose d'énorme et de continu, surtout dans la province de la Colombie-Britannique. En décembre, novembre-décembre, le rapport a été publié où on a regardé à profondeur le système de santé de la Colombie-Britannique. Donc, je pense que c'était des choses qu'on savait tous, mais maintenant, on a des preuves. Maintenant, l'une des choses en préparation pour la réunion concernant le racisme, mais encore plus important en ce qui concerne la COVID-19, on entendait de la part de beaucoup de gens qui avaient un stigmate qui avait à voir avec être atteint de la COVID-19 et des stigmates. C'était non seulement par rapport aux gens autochtones, c'était beaucoup de gens. Si les gens découvraient qu'on pourrait avoir été atteint par la COVID-19, ou qu'on était en auto-isolement, hein, les gens avaient ce petit oh, faudrait que je reste éloigné de toi, dirais-je. Et je sais que beaucoup de gens le sentaient et nous savions que c'était un défi. Je l'entendais dans beaucoup de réunions nationales auxquelles j'ai participé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé tout d'abord une révision rapide autour des stigmates, la COVID-19 et les peuples autochtones. On avait des étudiants de médecine qui l'ont fait pour nous. Ce fut un rapport formidable. C'est sur notre site web. Ces liens seront aussi dans la boîte à clavardage pour vous. Mais l'une des choses que l'on a faites a été de créer une vidéo concernant les stigmates. Vous savez, ce travail a été fait en partenariat avec la régie régionale de santé. On a commencé comme processus régional, en fait. On s'y connaissait aux stigmates, aux discriminations. Donc, on a fait un rapport, encore une fois, pour recueillir les preuves. Mais bien évidemment, comme on l'a dit auparavant, il n'y a pas de données désagrégées et donc, quand on essaie de faire ce genre de travail, c'est très difficile sans cela. Et on savait qu'on devait transmettre le message et pas tout le monde va être assis à lire une révision rapide. Faisons face à la réalité quand même. Je suis sûre que les gens de santé publique vont les lire, ça oui. Mais ce qu'on voulait faire était de transmettre le message de façon plus ample. Donc, on a créé une vidéo autour des stigmates et de la COVID-19. Je pense que c'est une vidéo très puissante. La communauté s'est impliquée à cela. Ce qui est emballant, je pense, par rapport à cette composante, et j'aurais bien voulu qu'on ne doive pas faire ce genre de travail, mais c'est notre réalité. On a pris quelque chose de développé au niveau régional en partenariat avec une régie de santé, une université locale et le Centre national de collaboration et emmené ce travail directement à une plateforme nationale. Donc,
quand on a des voix locales qui s'expriment et qui disent, voici le problème, Margot, c'est un problème. Alors, comment le transmettre? Ça, c'est un très bon exemple de prendre le problème local, développer des choses autour de cela et le mener à la plateforme nationale. Je pense que c'est, disons, emballant par rapport au fait que c'est significatif au niveau local, mais c'est applicable à travers le pays. Donc, je vais arrêter là, Claire. Excellent, excellent, excellent exemple, Margot. Et l'une des questions que je viens de voir dans la boîte à clavardage, et je vais demander à Sharon et à Anila de répondre à ce que tu as dit, Margot, tu sais qu'il ne faut jamais sous-estimer ce qui est en fait possible, n'est-ce pas? À partir de la voix de la communauté. Ceci est un problème, Margot, avoir ces relations avec toi et les emmener directement, en fait très rapidement au niveau de la plateforme nationale. C'est une vidéo excellente, excellente que je pense est dans la boîte à clavardage là et les gens sont en train de réagir.